Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois effectivement quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous connaissez par rapport à sa voix, sa tessiture, le grain de sa voix également. Vous êtes dans Les Experts, je suis producteur de podcast et je suis avec Benoît Allemann. Bonjour Benoît. Oui, bonjour Philippe. Alors Benoît, on va commencer par le début. Comment tu arrives dans cette industrie effectivement où tu vas prêter ta voix en fait, où ta voix effectivement va se faire connaître au fur et à mesure des années? Bon, tout d'abord, bonjour Philippe et puis bonjour aux auditeurs. D'accord, ok. Alors les débuts, comme pour tous les comédiens, mais j'ai commencé à faire du théâtre très jeune dans une compagnie de théâtre amateur. Et ça, c'était dans les années 50, 1950-1955. Donc, vous n'étiez pas né. Voilà. Et après, il y a eu des successions d'aventures, mais là, on va pouvoir en parler. Tout à fait. Et en fait, dans la vie, tout est lié à des rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui est effectivement le starter, en fait, le début? Effectivement, j'avais 16 ans et demi, je m'ennuyais beaucoup chez moi, pour des raisons X, Y, Z, et on avait conseillé à mes parents de me faire du théâtre. Et il y avait à Nancy une compagnie théâtrale amateur qui était très réputée et dont l'animatrice était professeure à l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Donc, vous voyez, en rentrant dans cette compagnie amateur, en jouant des petits spectacles, j'étais déjà formé pour rentrer dans une école beaucoup plus importante qui était celle de ce qui est devenu le Théâtre national de Strasbourg maintenant. Voilà. Donc c'est une rencontre. C'était la première grande rencontre. Voilà. Et qu'est-ce que la responsable effectivement ou la personne effectivement qui vous a mis qui vous a ouvert les portes de ce théâtre a décelé chez vous en fait en premier la voix? Alors ça je ne sais pas, mais j'avais la voix d'un garçon de 16 ans et demi, 17 ans. Elle n'était pas encore tout à fait mûre. Et vous savez, la voix, c'est à force de travailler avec elle, puisque c'est notre instrument premier. Elle se fait au cours des manifestations, au cours des ans, au théâtre et par le théâtre, uniquement par le théâtre, puisque ce sont dans des salles de théâtre de petite ou de moyenne importance qu'on apprend à se faire entendre. Vous n'avez pas besoin de hurler pour être entendu dans une grande salle. Il vous suffit de bien articuler et de bien projeter le son. Donc, c'est un travail sur la voix, c'est tout. Et quelle était votre difficulté? C'était le fait de mettre de l'intention, les textes classiques. Racontez-nous un petit peu comment ça se passait. D'abord, revenons à l'époque de l'école. L'école, on apprenait tout dans cette école. On apprenait l'improvisation, le mime, le travail avec des masques. On répétait des pièces entières et on nous donnait, alors qu'on avait 18, 19 ou 20 ans, des rôles pour lesquels nous n'avions pas la maturité pour bien les interpréter. Mais on travaillait sur ces personnages sur le plan psychologique, ce qu'ils étaient, pourquoi ils vivaient de telles situations, puisqu'au théâtre ou au cinéma, ce sont que des situations que l'on voit évoquer, des grandes histoires. Et il faut s'imprégner des personnages, il faut les comprendre sur le plan psychologique. Après, on adapte son corps à ce personnage. Donc, c'est une découverte permanente. On avance à petits pas. Et ça a dû vous servir beaucoup. Moi, ça a dû te servir beaucoup dans le cursus effectivement de l'évolution de ton métier de comédien quand tu t'es mis au doublage, parce que c'est vrai que quand on est dans le doublage, on doit ressentir un petit peu le jeu de l'acteur aussi. Exactement. Alors le doublage pour moi dans ma carrière, c'est venu plus tard. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé à Paris dans les années 60, j'ai voulu faire du doublage. On m'avait dit, avec ta voix, tu devrais faire du doublage. Oui, mais le doublage, c'est une technique, c'est une discipline. J'avais frappé aux portes des studios à l'époque et j'avais vu les aînés, mes comédiens de grand renom, doubler des personnages, mais alors vraiment les mains dans les poches et cigarettes à la bouche. Et je me disais, mais jamais je n'arriverai à faire comme eux. Et j'ai eu un petit peu peur. Et j'ai quitté ce milieu, ou du moins ce désir de faire du doublage. Ça m'a complètement échappé. En revanche, une dizaine d'années plus tard, grâce au tournage que l'on faisait à l'époque pour la télévision, on tournait beaucoup à l'époque dans les années 70, mais on tournait en extérieur. Donc, en extérieur, vous avez du bruit, il y a toujours
une voiture qui passe au loin, il y a un avion, il y a un clocher, vous voyez ce que je veux dire. Donc on se synchronisait soi-même en studio. Et dans un studio un jour, un directeur artistique me dit « Mais Benoît, pourquoi tu ne fais pas du doublage ?» Et je lui ai dit « Mais parce que je ne sais pas. » Et il me dit « Mais regarde, tu te doubles toi-même là. » Et c'est vrai que j'ai compris la mécanique, car il y a une mécanique à attraper, à bien saisir, à comprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, dans les années 75, disons, j'ai commencé à faire du doublage. Alors, Voilà. ce que tu racontes là, ça me rappelle un peu ce que disait Galabru, c'est-à-dire que il disait oh là là, des fois je reste des journées et des journées à faire de la post-synchronisation, je suis en immersion, j'ai l'impression d'être dans un sous-marin, je ressors du studio, je suis complètement saoulé. Et il disait aussi que il y avait certains directeurs de casting ou certains réalisateurs qui étaient quand même durs, il fallait suivre quoi, il y avait un rythme. C'est-à-dire que un directeur artistique, on les appelle les DA sur les plateaux, les directeurs artistiques ont la responsabilité d'amener à bien le doublage d'un film. Pour cela, il doit bien le connaître, ce film, il doit le comprendre, et il doit être en mesure d'expliquer au comédien qui l'engage quelle est la situation et quel est le personnage qu'il a à jouer et pour lequel on vous a demandé de prêter votre voix. Donc, quand on se retrouve face à l'écran, vous savez, des écrans de cinéma, dans les studios à l'époque, c'était des écrans qui faisaient 15 mètres sur 20. Donc, vous aviez des images en très gros plan. Et là, il fallait être synchrone, complètement synchrone, et collé au mouvement de lèvres du personnage. Mais coller au mouvement des lèvres, c'est pas tellement difficile si vous parlez normalement. Mais lorsque vous êtes chargé d'une émotion, lorsque vous vivez une situation comme celle que le comédien qui est à l'image a donné, a joué, là, c'est autre chose. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut vraiment être comédien pour faire du doublage. C'est-à-dire avoir appris à jouer la comédie. C'est-à-dire à ne plus être soi-même, à se transformer comme un caméléon. Ouais, je comprends ça, Benoît, et puis les gens le comprennent également, ils nous écoutent, ils sont aimantés effectivement à ta parole, et c'est vrai que dans ce que tu expliques, il y a aussi un travail en amont, et il y a les détecteurs, c'est-à-dire que il y a la façon d'ouvrir, de fermer la bouche, et puis le comédien en fait se base sur la bande rythmo qui passe avec un énorme écran, comme on en parlait hors antenne tous les deux, et ça, il faut expliquer un petit peu aux gens comment ça se passe, parce qu'il y a des orfèvres derrière qui préparent le terrain. Bah, tout à fait. Vous avez alors ce qu'on appelle ils reçoivent le film original, ils ont le texte original et ils ont la bande son originale. Le détecteur est là pour repérer d'abord tous les personnages, parce que c'est énorme dans un film le nombre de personnages qu'il y a. Et vous avez le travail de l'adaptateur. Lui, c'est un travail plus qu'important parce qu'il doit, avec des mots qui ne sont pas censés avoir les mêmes sonorités que les mots anglais, chinois ou italiens, trouver la correspondance française. Et il faut que la pensée soit toujours présente et qu'on ne la trahisse jamais en choisissant des mots différents. Et il faut que ces mots collent à peu près à l'ouverture des bouches, les labiales, etc., etc. Ça, c'est un travail difficile de la part du traducteur. Mais maintenant, il nous arrive quelquefois, non pas d'improviser, mais de nous adapter, par des questions de rythme au mouvement des lèvres du comédien que vous doublez. Mais si la détection est bien faite, si l'adaptation est bien faite, c'est assez facile. Il faut simplement jouer la comédie. On n'est pas là pour remplacer le comédien qui est à l'écran, car lui, il a joué la scène. On doit être à son service. On doit faire ce qu'il a fait, en nourrissant de la même intention, de la même émotion, de la même colère, que sais-je, ou de la même lassitude. Voilà. Et là, on travaille avec notre voix, on travaille avec notre corps. Ouais, tu dois pas. Vous savez, quand on est à la barre, ouais. Devant l'écran et la bande rythmo qui passe comme ça sous l'écran, on n'est pas immobile, les mains dans les poches. On bouge, parce qu'on attrape le rythme du personnage qui est à l'image. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas fixe. Tout à fait. Il faut choper son rythme et son rythme respiratoire. Tout à fait. Et comme tu l'expliquais très justement, en fait, vous portez le comédien. C'est-à-dire que vous l'amplifiez, en fait. Vous amplifiez son jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on le donne en français, en langue française, tout simplement. C'est ça le plus important. Et on doit être
au même niveau que lui sur le plan de l'interprétation. Mais faut pas oublier une chose, nous, on ne nous voit pas. Ça sera toujours l'image du comédien anglais, chinois ou italien que l'on verra. Il y a aucun. Nous, on doit se fondre en lui. Et quelquefois, je prends cette image qui est le doublage. On vous donne un costume, qui est le costume du comédien de quelque nationalité qu'il soit, et ce costume, vous devez le remplir. Et on doit le remplir exactement comme le comédien anglais, américain ou chinois, lui, le remplit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. On doit être exactement comme lui. Mais, et bien évidemment, il y aura toujours une différence, c'est normal. Mais on n'est pas là pour être mieux que lui, on est là pour le servir. Car son jeu physique est très important. Et notre voix doit s'adapter à son jeu physique. Alors Benoît, on est avec Benoît Allemann. Alors une voix qui vous dit quelque chose quand même. Hein, quand vous écoutez ce grain de voix, cette tessiture, vous vous dites mais je l'ai entendu quelque part. Je l'ai entendu à la télévision, je l'ai entendu au cinéma. Alors on va quand même briser un peu le mystère. Bien sûr, c'est la voix de Morgan Freeman. Comment la rencontre se fait, je dirais, pour que tu deviennes la voix de Morgan Freeman. Le casting, raconte-nous un petit peu des anecdotes parce que les gens sont très friands d'anecdotes. Et, c'est très simple, hein. Comme dans toute profession, enfin, toute occasion de travail dans notre métier, on doit passer des auditions. Et un jour, alors que je commençais déjà à faire du doublage, et avec des rôles intéressants d'ailleurs, j'ai reçu un coup de téléphone d'un studio qui me dit Monsieur Allemann, on fait des essais pour Morgan Freeman, est-ce que vous êtes libre demain disons à 15 heures, tel studio? Je dis oui, je serai là. Et je me suis rendu à ce studio à 15 heures pour faire des essais de Morgan Freeman. Mais j'y suis allé sans vraiment penser un seul instant que je pourrais devenir la voix de Morgan Freeman. Donc je me présente et je passe le casting. Il y avait d'autres copains comédiens que je connaissais qui également passaient le casting pour Morgan Freeman. Et on m'a fait faire deux boucles assez longues d'ailleurs. Et c'était pour le film Les Évadés, qui est un film magnifique. Et le lendemain, coup de téléphone, les Américains m'avaient choisi pour être la voix française de Morgan Freeman. Enfin, la voix pour ce film. Une très belle histoire, ça, ouais. Française, il y a quelques films de Morgan Freeman depuis maintenant 30 ans que je le fais. Il y a quelques films que je n'ai pas doublés, qui ont été donnés à d'autres comédiens. Mais ça, c'est la vie, c'est le jeu, il y a pas de problème. Mais j'en ai doublé à peu près 45 maintenant, et tous les documentaires qu'il fait et pour lesquels il prête sa voix, c'est moi qui les enregistre aussi. Donc je vis un petit peu en permanence avec Morgan Freeman. Voilà. Alors il y a quelque chose que j'ai remarqué moi dans les comédiens de doublage, hommes et femmes, il y a souvent un trait de ressemblance physique. En fait, par exemple, si on prend Sylvester Stallone et Alain Dorval, il y a quelque chose qui ressort. Si on prend comment il s'appelle, Michel Roux et puis Tony Curtis, il y avait quelque chose. Mais par contre, là, toi, tu es carrément en dehors parce que Morgan Freeman, c'est quelqu'un effectivement qui vient de la communauté afro. Donc américaine, et tu n'es pas noir, quoi. Donc là ça change le truc, quoi. Oui, mais avant d'avoir doublé Morgan Freeman, je doublais John Earl Jones, qui est aussi un comédien noir américain qui avait une voix très grave, qui était un magnifique comédien. Et même maintenant, alors que je double Morgan Freeman, je double aussi d'autres acteurs d'origine afro-cubaine, américains, et ils sont tous, on peut le dire, ils sont tous noirs. Et on m'attribue toujours, je ne sais pas pourquoi, des personnages venant de ces origines-là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est amusant. Parce qu'on imagine peut-être que l'acteur venant d'Afrique, le personnage, doit avoir une voix grave, ce qui n'est pas vrai du tout. Morgan Freeman n'a pas une voix très grave. Il a une voix avec une résonance un petit peu métallique. Très belle voix d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais bon, là, j'ai été choisi. Et à la télévision, on t'a vu aussi, on t'a entendu en voix off dans la pub du Riz Benz. Là aussi, les gens, oui. ça les a marqués. Mais ça, c'était drôle parce que en fait,
la voix américaine qui était dans ce film était la voix du fils de Morgan Freeman. Et on l'a découvert bien longtemps après. C'était drôle. Voilà. Alors là, on passe effectivement un peu tout ce que tu as fait au long de ta carrière, mais tu as fait aussi des contes. J'ai vu que sur ton site benoîtallemann.fr, on retrouve par exemple 2000 contes, je crois, pour la radio RMC. Ah oui, ça c'était une époque amusante. Tous les jours, je racontais une histoire aux auditeurs. Ça, c'était passionnant. Vous savez, c'était dans les années 75-81, donc pendant 5 ans, 6 ans. À l'époque, la télévision n'avait pas pris le pouvoir, l'image n'avait pas pris le pouvoir. Et par exemple, les gens qui travaillaient chez eux écoutaient beaucoup la radio. Les prisonniers, ça je m'en souviens, parce que j'ai reçu pas mal de courriers de la part de prisonniers, le seul lien avec l'extérieur, c'était la radio. Et ils écoutaient ces émissions qui étaient à la fois historiques, qui étaient à la fois des histoires des contes, un petit peu de faits divers. C'était leur seul lien avec l'extérieur. La radio est extraordinaire pour ça. C'est-à-dire qu'elle, perpétuellement, elle excite notre imaginaire, tandis que la télévision, c'est autre chose. C'est ce qu'on nous montre, le décor dans lequel l'acteur joue ou les comédiens jouent. Tandis qu'à la radio, on imagine le décor et on n'entend que les voix des personnages. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, en ce moment, il y a un grand renouveau vers tout ce qui est grâce au web, bien sûr. Il y a un grand renouveau vers la radio. Et puis, tu as aussi incarné, alors là, un personnage que j'adore, avec bien sûr un conte philosophique, on parlait des contes, c'est Antoine Saint-Exupéry à la télévision. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, je crois que ça s'appelle l'aérospatial, hein. L'aéropostale, pardon. Oui, l'aéropostale, oui, non. J'étais déjà parti dans les étoiles du côté du Petit Prince, c'est pour ça. Oui. Non, c'était tout simplement une série de 3 films d'1h30 sur l'épopée de l'aéropostale de 1919, 20, 21 jusqu'à au 32, 33 quoi. La grande période de Mermoz, de Saint-Exupéry, etc. Et à la suite d'auditions, toujours la même chose dans notre métier. On avance par les auditions, ou alors quand vraiment on n'a pas besoin de passer audition, on vous appelle directement et puis ça y est, vous jouez le rôle. Là, il a fallu passer quelques essais pour Syntex et je l'ai fait, mais vraiment avec bonheur et plaisir. Et puis surtout, prêter sa voix et son corps à un personnage pareil, c'est formidable. Voilà, ça c'est un grand souvenir. Alors c'est vrai que j'ai quand même le sentiment, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, sur les comédiens de doublage, c'est vraiment quelque chose qui me... J'ai une grande affection pour le métier de comédien de doublage et depuis tout petit d'ailleurs parce qu'en fait je trouve qu'il y a du charisme, il y a quelque chose qui ressort et qui nous permet effectivement justement d'avoir eu une porte ouverte sur une fenêtre ouverte même sur le cinéma qui n'était pas notre cinéma à nous français mais le cinéma effectivement étranger, particulièrement le cinéma américain. Je pense à un âge d'or quand même du doublage qui était entre 70 et 80. Tu es d'accord avec ça, comme Serge Chauvion, Jacques Balutin, Francis Lax, Micheline Dax, bien sûr, et puis Jean-Claude Michel. Et bien sûr. Bien, là, vous parlez presque de mes aînés, parce que moi, je suis, j'avais 30 ans, moi, dans les années 70. Hein. Eux, ils avaient déjà dépassé ce stade depuis longtemps, et ils étaient les premiers à s'être lancés dans les doublages, alors que la technique même, parfois, de la bande synchro n'existait pas. Imaginez que dans les années 50, les grands rôles au cinéma, les comédiens avaient le texte à la main. Ils lisaient le texte, ils l'interprétaient, mais il n'y avait pas une bande rythmo qui passait et qui était ajustée à l'ouverture et la fermeture du mouvement des lèvres, etc., etc. C'était un travail c'était de la dextérité. Il fallait être très souple sur le plan technique. Nous, après, on a eu le principe de la synchro, qui est un principe d'ailleurs qui a été inventé par des Français et qui est maintenant répandu dans le monde entier. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Tout à fait. La bande rythmo, elle arrive en quelle année en fait ?
ben moi, je l'ai toujours connue, mais je crois qu'elle arrive dans les années 57, 55, 57, à peu près par là. Mais vous savez, et en plus, elle s'est améliorée au fur et à mesure. Maintenant, ce n'est plus une petite bande magnétique sur laquelle est écrit, enfin une bande, pardon, sur laquelle est écrit le texte et qui défile. Maintenant, tout ça s'est fait électroniquement. C'est assez extraordinaire. Comment tu arrives à entretenir ta voix, Benoît, et surtout à la protéger? Parce que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des petites techniques de grand-mère qui te permettent effectivement de toujours être optimal? Mais non, il y a pas. Je joue au théâtre en ce moment. Le fait de faire travailler sa voix dans une salle pour un public, etc. La voix travaille. Et dans la journée, quand on est en studio, que ce soit pour de la radio, pour un voice-over, une lecture de livre, que sais-je, ou du doublage, la voix est toujours en mouvement. Non, moi je ne fais rien de spécial pour ma voix. J'ai la chance d'avoir eu cette voix vers 14-15 ans, j'ai mué, comme on dit, et puis ma voix s'est développée grâce, il faut le dire aussi, surtout au théâtre, mais à l'époque où on jouait beaucoup en festival en plein air. Parce qu'en plein air, se faire entendre, c'est un petit peu difficile. Mais la voix travaille, la voix s'applique à cette discipline. Hein. Alors, Louis Jouvet disait effectivement, quand on n'a pas de trac, c'est qu'on n'a pas de talent. Est-ce que quelque part tu as constaté par rapport à tout ce que tu as fait dans le doublage, au théâtre, est-ce que tu as constaté également que tu avais trouvé des techniques ou est-ce que tu penses qu'il faut avoir du trac? Est-ce qu'il est important d'être un peu traqueux quand on rentre? Est-ce que ça donne une sorte d'adrénaline qui est positive? Oui, mais enfin le mot trac englobe tellement de choses. Je suis pas tout à fait d'accord avec. Je m'en excuse, ce n'est pas de la prétention du tout. Mais le trac, c'est quoi? C'est tout d'un coup de se montrer nu sur un plateau devant des spectateurs. Hein, c'est ça. C'est se montrer en fin de compte qui crée qu'on a du trac. Quand vous arrivez dans une salle où il y a une trentaine de personnes et vous allez prendre la parole, si vous rentrez déjà avec le trac, votre voix va se nouer, vous allez bégayer, non. Moi, je pense que le trac, je dirais plus que c'est une certaine appréhension. C'est-à-dire qu'on a l'appréhension technique de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en forme, d'avoir un trou de texte, etc. C'est ça, pour moi. Mais c'est pas du trac, c'est de l'appréhension. Mais imaginez que les spectateurs que vous avez devant vous, ils vous connaissent très peu. Ils ont payé une place de théâtre cher. Ils sont là. Ils vous ont fait confiance et ils vous font confiance. Donc, on est là pour combler leurs désirs. On est là pour les satisfaire. On ne pense pas à soi. Et à ce moment-là, le trac, on l'oublie. Enfin, l'appréhension, on l'oublie. On espère ne pas les décevoir. Notre plus grand plaisir, c'est au contraire de réjouir les spectateurs, même en jouant des pièces tragiques, même en jouant une tragédie de Corneille ou de Racine, ou de jouer un Shakespeare, ou des auteurs contemporains, Brecht, etc., avec un théâtre politique, social, et tout ce que vous voulez. Mais notre attitude devant le public, on se donne à eux pour les contenter, pour leur apporter. Vous savez ce qu'on est, nous, entre l'auteur et le public, nous sommes des intermédiaires. Nous sommes là pour faire voyager le verbe, la pensée et la poésie d'un auteur, via, bien sûr, le travail d'un metteur en scène. Alors, il n'est pas une question d'orgueil, on ne peut pas dire c'est moi qui crée, c'est un ensemble de personnes qui créent, qui font que le personnage, bien, on l'habite et puis on offre ce personnage au spectateur. Je travaille, voilà. Est-ce que je me suis fait comprendre? Tout à fait, Benoît. Vraiment bien comprendre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette profusion qu'on voit sur Internet, de plus en plus de personnes qui se mettent un peu à leur compte dans le domaine de la voix off. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ça, au niveau justement parce que toi tu parlais de voice-over, donc des habillages d'antennes, etc. pour les radios et autres. On voit quand même qu'il y a de plus
plus en plus de gens qui sont attirés par le métier de la voix, de la voix off. Est-ce que tu penses qu'Internet, c'est quelque chose de positif dans ce domaine-là et que cette profusion va amener des choses concrètes et donc peut-être une relève aussi des gens qui vont vouloir effectivement se former à autre chose, peut-être au doublage, peut-être à se renforcer au niveau de leur jeu d'acteur, etc. Parce que là, on revient sur l'intention. Il faut vraiment effectivement baser l'intention dans ce qu'on porte. Et souvent, d'ailleurs, Yann Harris le dit sur Internet également, et il le clame. Toi, quelle est ta vision et ta position par rapport à ça? Je reçois tous les jours des mails de garçons et de filles, d'hommes ou de femmes, pardon, qui souhaiteraient faire du doublage. Alors, je leur réponds toujours. Je leur dis, mais est-ce que vous voulez être comédien? Et quelquefois, on me dira, non, on veut simplement faire de la voix. Je ne réponds plus après. Je dis non, pour moi, faire de la voix, que ce soit faire du voice-over, même une publicité, peu importe, tourner au cinéma, jouer au théâtre, etc., c'est un métier. On ne dit pas, tiens, j'ai une belle voix, vous savez, de temps en temps, il y a ce petit mot, on m'a dit que j'avais une belle voix et que je devrais faire de la radio. Écoutez, tentez le coup. Mais ce que je leur conseille, c'est avant toute chose, suivez des cours de théâtre. Affrontez le public, affrontez par des petits spectacles. Parce que autrement, on est maintenant pour 3 francs 6 sous. Chez soi, on peut se construire un petit studio. Mais quoi? Mais vous n'êtes pas comédien pour autant. Vous savez pas comment placer votre voix. Vous vous écoutez sans cesse dans le casque. Mais il y a personne qui est là pour vous diriger, pour vous faire comprendre, prendre connaissance de toutes vos capacités. On peut pas travailler seul. On peut pas travailler seul. Internet, c'est formidable parce que toutes les idées sont comme ça diffusées. On peut essayer tout ce qu'on veut. C'est parfait. Il y a des grandes découvertes. C'est magnifique. Mais on ne peut pas prétendre être comédien parce qu'on fait de la voix off. Moi, je suis absolument contre ça. Je suis contre le fait d'installer chez soi un petit outillage et d'enregistrer des choses et de dire voilà, j'ai fait mon travail de voix off. Mais non, on ne peut pas travailler seul. Il faut que quelqu'un, quand vous enregistrez, écoute ce que vous faites. Pour vous dire à un moment, attends, là tu dérapes. Ah non, là j'ai pas bien compris. Là, un comédien a besoin d'être dirigé. Il ne peut pas travailler tout seul. Ceux qui travaillent tout seuls, ils font toujours la même chose. Ils parlent toujours sur les 3 mêmes notes. Je suis pas très sympa en parlant comme ça. Je le sais, je vais me faire tomber dessus. Le comédien ou la comédienne, enfin l'aspirant ou l'aspirante qui veulent faire ce métier, quelquefois, ils n'ont pas besoin de prendre des cours. Ils ont ça, c'est inné. Donc, je dis, c'est formidable. Mais pour beaucoup, pas du tout. Il y a un apprentissage à suivre et il faut avoir l'humilité de le suivre, cet apprentissage. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Alors, vous savez, j'étais dans une école de théâtre. Ouais. Où on rentrait à 9h du matin, on sortait à 19h le soir. 3 ans de suite. Tous les 3 mois, il y avait des sélections de comédiens et les professeurs que nous avions osaient dire à tel ou tel comédien, on croit que tu n'es pas fait pour ce métier. Quand je dis comédien, élève comédien. Tu n'es pas fait pour ça. Si tu continues, tu vas être malheureux. Alors, moi, je trouvais que c'était difficile. C'était même très dur de leur part d'avoir une attitude pareille. Mais ils ont évité combien de vies qui se sont sacrifiées à ce métier et parce qu'ils n'ont jamais pu vivre de leur métier, sont restés des êtres malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un moment, il faut pas rêver. Le théâtre, le cinéma, la télévision, tout ça, cet univers de l'artistique, c'est un peu le miroir aux alouettes. Il faut faire très attention. Engagez-vous à partir du moment où vous avez un métier en main, en cas de secours. Car plus ça vient, et plus vous aurez des difficultés à percer, à être quelqu'un. C'est avec l'intelligence artificielle et le fait qu'on nous vole nos intonations, on vole nos mots et notre personnalité, bientôt on ne fera plus des voice-over nous-mêmes. Hein. Ça sera des machines, ce seront des machines qui les feront. Là, c'est pas bon. L'avenir n'est pas très bon.
Ouais, c'est ce que dit également Yann Harris, et puis il fait pas mal de tests, etc. Il pousse les IA assez loin, et en effet, je crois qu'il a même trouvé le clonage, c'est-à-dire que oui, ce que tu expliques là est très inquiétant parce que effectivement tout ce savoir-faire, toute cette technique, toutes ces années qui ont permis effectivement justement à ce travail de pouvoir faire découvrir au public, je dirais des acteurs, des personnalités, des réalisateurs, etc. Peut disparaître au gré des machines. Moi, ce que j'aimerais également que tu puisses nous expliquer au niveau de ton statut de comédien, parce qu'on parle beaucoup du statut d'intermittent du spectacle, etc. En fait, vous êtes sous quel statut les comédiens de doublage, ou alors comédien en lui-même pour les gens? On peut expliquer ça un peu aux gens, comment ça fonctionne? Bon, alors, petite rectification, il n'y a pas de comédien de doublage. Le doublage, comme le cinéma, la télévision, la radio, le mime, la comédie musicale, fait partie de cet éventail d'activités que peut avoir une comédienne ou un comédien. D'accord? Ce n'est pas un métier d'être comédien de doublage. Ok, Benoît. Le matin, tu peux être comédien de doublage dans un studio, voilà, et l'après-midi, tu peux être comédien de radio. Je ne vois pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est comme ça. Aller sur RTF pour enregistrer une dramatique, ou à RTL, ou sur un site web, j'en sais rien. Nous avons la chance d'appartenir à un milieu où l'éventail d'activités est très large. Mais on est comédien, donc nous sommes engagés au cachet, et nous sommes des travailleurs. Alors, on est des travailleurs intermittents. Oui, pourquoi? Parce que malheureusement, un comédien ne travaille pas tous les jours. On n'a pas besoin tous les jours de lui. On n'est pas des fonctionnaires. Voilà. Donc, d'où l'expression intermittent du spectacle. Mais moi, quand j'entends une interview d'un comédien à la télé qui dit « Moi, je suis un intermittent », moi, je bondis dans mon fauteuil parce que ce n'est pas un statut, ce n'est pas un métier d'être intermittent. C'est un statut social. C'est une définition sociale. C'est tout. D'accord ? Tout à fait. Il était bon de le rappeler, Benoît. Alors, on est comédien. On est comédien avec la chance de pouvoir s'exprimer dans des disciplines différentes. Tout à fait. Il nous reste 7 minutes. Alors, je vais aller assez rapidement. Tu as eu une distinction. Alors ça, j'aimerais qu'on en parle aussi parce que c'est important. Tu as été donc chevalier. Tu es d'abord chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Comment s'est passé effectivement ce moment et qu'est-ce que tu as ressenti au moment où on t'a remis effectivement cette distinction? Ouais, mais voilà. Un soir, j'étais à la maison, je reçois un message, un SMS. Félicitations, on est content pour toi. Alors je réponds, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Expliquez-vous. Et on dit, c'est pas compliqué, regarde le journal officiel demain. Bon, le journal officiel, je vais sur Internet le lendemain et je vois les nominations dans l'ordre des arts et des lettres et je vois mon nom. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre. Mais moi, j'ai rien demandé. Et alors, je rappelle la personne qui m'avait prévenu. Je lui dis, mais c'est quoi? C'est officiel? C'est vrai? C'est pas vrai? Il dit, si, c'est vrai. Tu es nommé. Bon, en fait, c'est un réalisateur avec d'autres gens de métiers, bien sûr, qui ont voulu me mettre un petit peu en avant pour obtenir cette distinction qui m'honore beaucoup. D'ailleurs, je suis très, mais ça me fait rire, ça me fait sourire parce que vous demandez rien. Une décoration, ça veut rien dire. C'est une petite reconnaissance comme ça et c'est très bien, c'est gentil. Mais bon. Voilà, ça, c'est pas la Légion d'honneur, c'était très très sympathique de la part de certaines personnes de notre milieu. Voilà. Allez, pour terminer cette interview, cet entretien vraiment très convivial, les gens auront appris plein de choses sur toi. On va justement faire une sorte de petit portrait chinois avec la première question. Est-ce que tu as déjà rencontré Morgan Freeman? Non, et je le regrette. Voilà. Je devais travailler avec lui, enfin on devait travailler ensemble lors d'une manifestation sur le débarquement en Normandie. Il aurait dû être présent avec moi, disons qu'il aurait dû être avec lui. Là, si la chose s'était faite, je connais quelqu'un qui aurait mis des couches culottes, hein, parce que se trouver à côté d'un personnage pareil, là vous avez le trac, hein, on est d'accord.
On est d'accord. Deuxième question. Quel est l'album de musique qui ne t'a jamais quitté, que tu as toujours gardé de déménagement en déménagement? Ouais, c'est la musique classique. J'ai pas un titre particulier, un disque particulier. C'est la musique en son ensemble. J'ai une grande préférence pour la musique. Oui, quand on dit classique ou moderne, ça ne peut pas dire grand-chose. Hein. Disons les grands auteurs, même contemporains, avec des orchestres de 70 personnes, ça me plaît. Voilà. Un petit concerto de guitare, c'est très plaisant, c'est très beau, mais ça m'emballe pas. D'accord. Quel est le livre que tu aimerais nous conseiller et qui t'a apporté quelque chose dans la vie, qui a été un message pour toi, peut-être un déclic, peut-être qui t'a permis de comprendre quelque chose? Ah ben je sais que je devais avoir 11-12 ans. C'était l'époque où venait de se créer la collection Le Livre de Poche. Et c'est mon frère aîné qui était abonné. Et donc je lisais. Et j'ai été pris par un livre d'Ernest Hemingway qui s'appelle Pour qui sonne le glas. Et ça, c'est un livre. Et encore maintenant, j'y pense. Vous voyez, j'ai 81 ans et je m'en souviens toujours de ce livre et des émotions qu'il m'a procurées. Quelle est la phrase que tu aimes le plus, ou la citation que tu aimes le plus et qui appartient à qui? Ah, là, c'est un piège. Ah oui, le beau piège. Non, je sais pas. Il y en a certainement. Il y a tellement de petites phrases comme ça, pleines d'humour et de philosophie. Là, vous me prenez. Enfin, tu me prends au débeauté là. Je suis désolé. Je demande un joker. Voilà. D'accord. Et quelle est, à ton avis, effectivement, la chose qui manque le plus au cinéma? Par exemple, moi, j'ai le sentiment que les comédies d'hier, les Pierre Richard, les Louis de Funès, etc., le cinéma ne fait plus rire comme il faisait rire avant. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'il y a, depuis les années 90, comme si on avait trop samplé les choses, comme si on avait pris des bouts, et à partir de ce moment-là, on essaye de raccorder. Je te dis ça parce que moi, j'ai été disque jockey avant, et donc j'ai ce sentiment que on essaye de refaire un petit peu avec de l'ancien, mais il y a plus de caractère vraiment, quoi. Il y a plus cette espèce d'essence. Ouais, c'est-à-dire, c'est une question générationnelle. Hein. Quand on regarde, quand on repasse les Tontons Flingueurs, ça a été tourné quand les Tontons Flingueurs? Quand on voit la brochette de comédiens qu'il y avait dans les Tontons Flingueurs, moi à chaque fois ça me fait hurler de rire. Mais ça ne fait pas hurler de rire la génération des 20 ans de maintenant. Hein, c'est un rire passé. Ce sont des gags, voilà. Je ne sais pas si on pourrait refaire la même chose. Et l'humour a changé. L'humour est devenu beaucoup plus grinçant. Il est devenu même acide par moments. On a changé l'époque. Ouais, c'est peut-être le... J'aime un film magnifique qui s'appelle Magnificat. Il y a 2 ans maintenant, et quand j'ai lu le scénario, un magnifique scénario, je me suis dit, mais ce film, il aura un succès parce qu'il aura été certainement très bien monté en scène, etc. Mais sur le plan du public, pas grand monde. Ce film, il va terminer sa carrière en soirée thématique sur Arte. Et je pense que ça va se terminer comme il est sorti, je l'ai vu, il est très beau. Et en fait, le thème ne convient pas à notre époque, donc il est mis de côté. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez, la dernière question. Oui, la dernière question, effectivement, parce que je vois le temps qui passe, Benoît. Et là, il faut vraiment que je boucle l'interview. Donc, ma dernière question, le marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer Benoît? Oh, c'est très bien. Moi, je vais dire. Ce monsieur, il a préparé son sujet. Voilà ce que j'ai à dire. C'est bien, non, bravo, merci. Merci.
Merci à toi en tout cas, Benoît Allemann, la voix de Morgan Freeman, mais également de tant d'autres. Vous aurez encore plaisir à le retrouver en regardant vos films préférés, et puis aussi vos DVD, etc. La mémoire du cinéma, et puis tant d'autres choses qu'il a fait. J'espère que je vous ai donné là aussi un regard un peu plus puissant, un peu plus intérieur, donc de ce comédien. On insiste bien sur le mot comédien, comme il nous l'a rappelé. Et puis j'aimerais aussi vous donner une petite chose qui vous aidera à mieux comprendre le doublage et la post-synchronisation. Moi, c'est un livre que j'avais découvert en 1988, donc ça remonte vraiment en arrière, de Christophe Pommier. Il est disponible sur les librairies. Il s'appelle Doublage et post-synchronisation, cinéma et vidéo, aux éditions du Jaric. Voilà, j'en ai terminé effectivement avec cette interview. Merci Benoît d'avoir prêté tes propos aux experts, et où on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par cet entretien, cette interview. Par Facebook tout simplement, si vous voulez. Ok. Ok. Comme on dit en Bretagne, Benoît, bon vent. Merci à toi. Merci Philippe, merci à tous.